Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Hedia Ben Sahli. Madame Hedia Ben Sahli, pour laquelle nous souhaitons la bienvenue sur le film. Je vais parler en français. C'est bon pour tout le monde? Il faut lui arranger le micro. Comme ça. J'ai une voix qui porte. Eh bien, je vous remercie d'abord d'avoir fait l'effort de venir. C'est très gentil de votre part, je suis vraiment touchée. Et juste réajuster quelques petites informations. Je n'ai pas fui le terrorisme. Je suis partie en France parce que j'étais saturée. Psychologiquement saturée, j'étais fatiguée. J'enseignais à l'université de Soma, à Blida, et c'était très très dur. Et à un moment donné, il fallait que je fasse quelque chose, que je parte quelque part parce que j'étais saturée. Voilà, alors pour le roman Orage, en fait je l'ai écrit avec mes tripes. C'est quelque chose que j'avais en tête, pas en termes d'édition, mais en tout cas d'écriture. Au départ, je voulais écrire beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, je me suis lancée. Et puis, ce livre a vu l'édition, on va dire, tout à fait par hasard, parce que, voilà, je ne connais pas le milieu, et finalement, il a été édité, et en plus, il a été primé, donc j'en suis très heureuse. Voilà, je ne vais pas bouder mon plaisir. Alors, c'est un livre, certes, sur la femme, mais aussi et surtout sur la relation homme-femme. Parce que j'ai le sentiment, je peux me tromper, j'ai le sentiment que chacun des deux, en fait, a son univers et ils ne se rencontrent pas vraiment, même s'ils se marient, ils ne se rencontrent pas vraiment. J'ai fait quelques enquêtes avant d'écrire tout ça parce que je voulais être réaliste. Voilà. Alors c'est un roman qui se présente en 7 chapitres, 7 micro-récits. Et on va suivre ce personnage. Le roman n'est pas autobiographique, c'est pas ma vie que je raconte. Donc on va suivre ce personnage à 7 moments de son existence. Et le premier moment, ça va être dans le premier chapitre, donc, elle avait à peu près 3-4 ans. C'est une période, j'ai choisi la période juste après l'indépendance, parce que j'ai considéré que c'était un moment important pour les Algériens et pour la femme algérienne. L'indépendance rime avec liberté, donc c'est un moment où tous les rêves pouvaient devenir possibles pour les Algériens, et pourquoi pas pour la femme. D'autant plus que pendant la guerre de libération, elle a beaucoup participé. D'accord? Donc, normalement, c'est légitime qu'elle occupe une place importante après l'indépendance. Mais comme dans toutes les guerres, on sollicite les femmes dans les moments durs et après on leur demande de rentrer au foyer. Donc, ça se passe comme ça dans toutes les guerres et bien sûr, la guerre d'Algérie n'a pas échappé à la règle. Bien sûr, il y a eu des femmes qui ont été institutrices, infirmières, etc. Mais pas suffisamment. Heureusement que l'école a été généralisée d'ailleurs. Et donc, le premier chapitre, c'est un moment, c'est la fête, c'est l'Aïd. Et puis, la petite fille, elle est dans la maison des grands-parents, parce que pendant les fêtes, on va chez les grands-parents. Et l'oncle veut prendre une photo de la petite. Il veut prendre une photo, alors, enfin de la petite, de tous les enfants. Quand arrive le tour de la petite, eh bien, elle prend sa pose avec sa jolie robe, elle prend sa pose, et puis hop, elle se prépare. L'oncle, il cadre, et puis il pose l'appareil, il dit non, 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 s'il te plaît, remonte ta chaussette. Parce qu'elle a une chaussette en accordéon sur sa cheville, et l'autre bien remontée. Il dit non, 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 ça va pas, tu remontes ta chaussette s'il te plaît. Et là, elle regarde ses petits mollets, et puis elle dit, mais enfin, pourquoi je vais la remonter? En quoi ça les gêne?
pourquoi il faudrait que tout soit carré. Eh bien non, je ne la remonte pas. Et en fait, la petite histoire, le premier chapitre, c'est ça. Et entre-temps, on entre dans cette famille et on essaie un petit peu de comprendre ce qu'elle voit, elle, et qui fait qu'à un moment donné, elle dit non. Donc si je devais résumer ce chapitre, c'est non. Juste non. Et on donne, bien sûr, ce qu'elle voit pour expliquer pourquoi elle dit non, en tout cas, pour ce qu'elle n'a pas envie d'être. Parce qu'elle observe sa petite famille et tout, et voilà, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et puis, à un moment donné, on la laisse, le premier chapitre est terminé, enfin, je ne raconte pas tout ce qu'il y a dans le chapitre, bien sûr, et puis on la rencontre à 18 ans. Alors, 18 ans aussi, c'est un moment très important, parce que c'est là où on découvre son corps, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, mais le corps est tabou. Donc, on n'en parle pas. On ne peut pas parler à la mère, à la tante, voilà, ça ne se fait pas. Donc là, on avance, on est dans les années peut-être fin 70, début 80. Et donc, elle essaye avec ses copines de parler de ce corps, de son fonctionnement, mais elles en parlent comme si elles faisaient de la contrebande, il fallait se cacher, il fallait... Et donc, il n'y a pas de passage initiatique, on va dire, pour parler de ce corps qui devient complètement tabou. Je suppose que ça doit être la même chose pour les garçons à cette époque-là, ou même maintenant, mais peut-être que les garçons sont plus libres. Entre eux, ils peuvent se raconter des choses. Dans l'univers des filles, c'est très différent. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit être la gardienne de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de son ventre. Elle ne sait même pas ce que c'est, en fait. Mais elle doit en être la gardienne. Ça ne lui appartient pas. Ça appartient aux parents, ça appartient à la société, ça appartient au monde entier, mais en tout cas pas à elle. Et pourtant, cette chose se trouve à l'intérieur de son intimité. Et ça s'appelle l'hymen. Je peux parler librement, là? Oui, sûr. D'accord. Donc, et ça s'appelle l'hymen. Et donc, le deuxième chapitre, ben, il commence un peu... Alors, ne pas oublier que cette petite fille, enfin cette petite jeune femme, elle a reçu une éducation, même si elle n'est pas dite cette éducation, elle l'a subie, même indirectement. C'est-à-dire, elle voit les femmes, comment elles agissent dans la maison, elle voit les hommes, comment ils agissent avec les femmes, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, elle l'apprend même implicitement, même sans qu'on lui fasse la leçon. Et pour l'hymen, j'ai eu des témoignages, bon je ne l'ai pas mis ici, mais il y a des mamans qui disaient à leur fille, le problème de la constipation, elle dit, attention, si tu es constipée, ne force pas, parce que ça peut exploser cette chose. Alors, les filles, elles ont une image de quelque chose qui peut exploser dans leur corps, elles ne savent même pas ce que c'est. Et même les mamans, parce qu'elles n'ont pas tellement fait d'école pendant la colonisation. Et donc, voilà, c'est quelque chose de mystérieux qui se trouve à l'intérieur du ventre et tout. Alors, le deuxième chapitre, elle dit, ben, cet hymen, il m'appartient, il est à moi, eh bien, je vais en disposer comme je veux, je ne sais pas comment je vais gérer ça, comment je vais l'assumer, mais je vais y aller. Et avec son petit ami, elle fait ce qu'il faut faire. Sauf que pendant qu'ils sont en train de faire la chose, ils ne vivent pas l'instant de la même manière. D'ailleurs, même, j'ai eu des témoignages de femmes qui m'ont parlé de leur nuit de noces, l'homme et la femme ne vivent pas l'événement de la même manière. C'est totalement différent. Alors elle, pour le coup, elle le vit très mal, parce qu'elle a une sorte de cage qui l'empêche de vivre l'instant comme elle devrait le vivre. Ou du moins lui, comment il devrait le vivre. Il y a une cage comme ça, qui la bloque complètement. Et elle vit très mal l'instant. Elle le vit très mal. Et elle ne sait pas ce qu'il pense parce qu'il ne se parle pas en fait. Elle ne sait pas ce qu'il pense. Elle a le sentiment, donc c'est à travers son regard, elle a l'impression qu'il prend du plaisir avec ce que lui donne la vie, ou ce que donne une femme pour la première fois et l'unique fois de sa vie, parce que ça ne se répète pas ce genre de choses. Elle a le sentiment qu'il prend ce qu'il y a à prendre, et puis voilà. Et en fait, ils n'en parlent pas. Ils n'en ont pas parlé avant, ni pendant, ni même après d'ailleurs. Et elle reste avec son blocage
Et elle se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et elle se pose la question sur cet hymen qui en fait n'est qu'une membrane qui n'a aucune valeur, elle ne sert à rien dans le corps en fait, elle ne sert absolument à rien. Mais, comme on dit, je ne sais pas si vous comprenez en kabyle, la niya, c'est-à-dire L'innocence. Non, c'est pas l'innocence. Ça ne se traduit pas tout à fait en français. Mais niya, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est honnête, est-ce qu'elle est malhonnête, voilà. Ça, on va le sonder. Crédule. Non, la crédulité, c'est autre chose. Elle est un peu crédule peut-être, mais la niya, c'est-à-dire le bien fondé de sa pensée. C'est pas la naïveté. Il n'y a pas de traduction en français. La pureté, non? Non. À peu près. Là, on s'approche un petit peu. Mais il n'y a pas de terme exact pour traduire ce terme-là. On va dire Nito Safia. Je ne sais pas comment on traduit ça. Vous comprenez l'arabe? Oui. Voilà, on dit Nito Safia. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est honnête, foncièrement honnête. Et bien, cette honnêteté, c'est à l'intérieur de son ventre qu'on va voir si elle l'est ou pas. On ne va pas imaginer ce qu'elle a dans la tête, si elle est vraiment honnête, si elle est vraiment... Non, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'hymen, et on va dire qu'autour de l'hymen, il y a des choses accessoires, des bras, des jambes, un visage, et puis c'est tout. Un peu plus tard, si elle fait cet acte avec le mariage, elle devient un ventre, Himet Dreri. Voilà. Et donc, à aucun moment on pense à sa tête, quoi, à son intelligence, à ce qu'elle pense, est-ce qu'elle est honnête, malhonnête, etc. Non, du tout. Et donc, ce chapitre-là, il va y avoir un questionnement. C'est en fait le livre du questionnement, parce que je ne vous donne pas de réponse. Je pose plutôt des questions à travers le personnage, d'accord, pour donner la possibilité à ceux qui pourraient le lire, en discuter avec moi et poser aussi leurs questions. Voilà, c'est le livre de la réflexion. Et puis, ça se termine, donc il y a d'autres histoires qui vont se greffer à ça. Et puis, il y a un troisième chapitre. Et là, elle a envie de quelque chose de très très simple, de très très banal. Surtout à Ocas, là vous êtes au bord de la mer, ça va vous paraître vraiment banal. En fait, elle a envie de passer quelques jours au bord de la mer. On est dans les années 90. Voilà. Elle se dit, j'ai envie de partir en vacances. C'est tout bête, hein? Passer quelques jours au bord de la mer. Et comme elle n'habite pas Alger, elle habite une toute petite ville de l'intérieur. Et là, nous avons en fait plusieurs... Nous allons avoir en fait des choses qui vont la bloquer. On va parler de l'histoire avec un grand H, parce que dans les années 90, bon peut-être pas à Tichy ici, ou à Ocas, parce que vous avez l'habitude, vous partez à l'extérieur, vous allez voir, les femmes elles ne partent pas en vacances. La priorité c'est d'abord de trouver un mari. Trouve-toi un mari, voilà. Et les gens ne partent pas en vacances parce que les congés payés pendant la colonisation, c'était pour les colons, c'était pas pour les Algériens. Donc ils n'ont pas cette tradition de vacances. D'ailleurs, et ça je le rajoute en plus, entre parenthèses, si on voit par exemple les gens sur les plages, comment ils se comportent, c'est-à-dire ils plantent un parasol, ils mettent de la bâche, l'autre plante le parasol, il met de la bâche, vous vous asseyez derrière, vous ne voyez que des bâches. Donc là, et en plus, du côté du centre, les femmes sont bâchées, donc finalement, il y a des bâches partout. Et donc, on sent quand même qu'il n'y a pas une tradition vraiment de plaisir, de vacances, hein, du tout. Et donc, elle discute avec sa tante, sa vieille tante, et elle lui explique ce côté historique où la femme n'était qu'une Fatma, ou une bonne à tout faire, ou une bête de somme. Elle était même vendue pendant la colonisation, la première période de la colonisation. Elle était vendue comme une bête. Et donc, là, on est indépendant, elle est... Alors, Petelbeit, c'est déjà beaucoup mieux. Et donc, elle est preneuse, elle prend. Voilà, elle est enfermée à la maison, mais le fait d'être à Petelbeit, ça lui convient parfaitement. C'est mieux que bête de somme ou Fatma, voilà, tout faire.
Et là, la liberté dont avait rêvé la petite fille après l'indépendance, les femmes n'en rêvent pas en fait. Elles sentent très bien, elles ont un mari qui travaille, qui ramène de l'argent à la maison. Et parfois ils trompent, mais c'est pas grave, le chien il rentre le soir à la maison, on s'en fout. D'accord? Elles ne réagissent pas. Donc il y a l'histoire avec un grand H, il y a la société, et il y a aussi le grand fléau qui était le terrorisme. Voilà, donc il y a ces trois fléaux, on va dire, qui font que, est-ce qu'elle va pouvoir aller en vacances? J'en sais rien, vous lirez le bouquin, j'espère. Et ce terrorisme-là l'a fortement ébranlé, tellement ébranlé qu'il fallait un peu en parler dans le livre. On ne peut pas faire l'impasse sur cette période horrible que toute l'Algérie a vécue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est tellement dur d'en parler avec réalisme comme dans les autres chapitres que j'en ai fait un cauchemar. Et ce cauchemar est extrêmement douloureux. Je ne sais pas si peut-être après je lirai quelques passages. Et elle décide, elle se dit non, c'est pas possible, je ne peux pas vivre ici, je vais partir en France, l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis, elle va à l'étranger, et là, elle se dit, je suis libre, j'ai ma liberté de penser, je suis une femme et je vais l'être pleinement. Je n'ai pas réussi à l'être là-bas, je vais réussir à l'être ici, en France. Elle s'installe à Paris, et elle se rend compte, en fait, qu'il y a une autre forme de fléau qui est la prévalence de l'image. Elle n'existe que par son image. Alors elle part avec des vêtements d'ici, on l'a habituée à s'habiller en dessous des fesses, de cacher, même en pantalon, mais de s'habiller en tunique. Elle porte une grosse doudoune, etc. Parce qu'on la regarde de toute façon. On l'appelle là-bas des boudins, des femmes comme ça. Ça ne s'appelle pas des filles de bonne famille, ça s'appelle des boudins. Et donc là-bas, elle voit qu'il y a la prévalence de l'image qui est très très importante et qui l'empêche d'être comme elle a envie d'être. Et puis on avance comme ça, et à un moment donné, elle atteint la quarantaine, un autre micro-récit, un autre épisode, et elle s'aperçoit que maintenant qu'elle a réussi à trouver sa place et à être libre dans sa tête, elle se dit, je vais choisir l'homme avec qui je vais continuer ma vie. Eh bien, cocotte, c'est trop tard, tu es périmée, tu es trop vieille. Les garçons de son âge, en fait, qui ont 45-50 ans, eh bien, ils préfèrent les femmes beaucoup plus jeunes, de 30 ans, de 35 ans. Et elle, c'est la bonne copine. Et ça s'arrête là. Et puis, on continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, le pire, je l'ai laissé pour la fin. J'ai choisi une situation tout à fait réelle que beaucoup de femmes m'ont racontée. Je ne vais pas la raconter ici, mais j'ai fait exprès de la laisser à la fin pour voir jusqu'à jusqu'où elle peut aller, c'est-à-dire dans sa chute libre. Et est-ce qu'elle va un jour se réveiller, trouver sa solution, parce qu'il n'y a pas de solution universelle, chacun a sa solution, chacun se pose ses propres questions en fonction de ses croyances, en fonction de ses certitudes, en fonction de son milieu, en fonction, et puis il place son curseur là où il a envie de le placer. Il n'y a pas de réponse universelle, mais elle, est-ce qu'elle a trouvé sa réponse? Bon, eh bien on le saura à la fin, si elle a trouvé la réponse. Donc voilà un petit peu, si je devais raconter en 2 mots, un livre de 250 pages. Et quand je dis 250 pages, il n'y a pas de moment où on se dit, bon là c'est une description, je peux sauter la page. C'est un livre que j'ai voulu extrêmement dense, qui perturbe peut-être le lecteur. J'ai bien envie qu'il soit perturbé en le lisant. Je n'y suis pas allée de même morte, je dis les choses de manière directe. Voilà. Tout le monde en a eu pour son grade, même si, surtout les femmes,
même si ce n'est pas un réquisitoire contre les hommes. D'accord? Mais surtout les femmes, pourquoi? Moi, je ne me définis pas comme féministe. Et certaines féministes me dérangent quand elles disent qu'il faut donner leurs droits aux femmes. Moi, je me définis comme humaniste. C'est-à-dire, on n'a rien à me donner, d'accord? On a les mêmes droits, point. On a le même cerveau, on peut étudier, on peut même faire plus, avoir des enfants, les porter. Ça, les hommes, ils ne peuvent pas le faire, donc on est peut-être un peu plus fort. Et donc, pour moi, c'est ça. Et les femmes, dans leurs discours, même les plus émancipés, j'ai entendu des phrases dans la bouche des femmes très émancipées. Je lui dis, tu as des enfants? Elle me dit, non, je n'ai pas encore fait ma vie. Tu as 35 balais et tu n'as rien fait jusqu'à 35 ans. Alors, est-ce que tu existais en fait? C'est la question que j'ai envie de lui poser. Si tu n'as pas fait ta vie, alors, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu as fait pendant 35 ans? C'est-à-dire, inconsciemment, elles ingurgitent comme ça des situations, et puis elles en font une norme, et c'est normal. Eh bien non, il faut attendre qu'on lui passe la bague au doigt pour commencer à faire sa vie. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, les femmes qui prononcent ce genre de phrases, j'ai pris celle-là, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, elles donnent en fait le bâton pour se faire battre. Leurs enfants vont observer ça et vont réitérer encore le même schéma. Et dans un siècle, on y sera encore. Donc je suis plus sévère envers les femmes qu'envers les hommes. Les hommes, je me dis, on leur accorde des privilèges, pourquoi ils vont cracher dessus après tout? Bon, si vous me donnez des privilèges, je ne suis pas très certaine qu'ils renoncent facilement. Mais ça fait que ces deux univers-là, masculin et féminin, deux univers qui finalement ne se rencontrent pas. Voilà. Ils peuvent se marier, même la nuit de noces, ils ne se connaissent pas, ils ne se rencontrent pas. Chacun, on va dire, mène la vie pour laquelle il a été formaté, d'accord? Et puis le reste, alors, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser.